merci d'abord de votre présence. Donc aujourd'hui, le sujet c'est Joseph de Maistre. Je vais vous faire une présentation sur Joseph de Maistre. Je ne vais certainement pas épuiser le sujet Joseph de Maistre en une fois. On va y passer des journées entières. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner envie de le lire et de le relire si vous l'avez déjà un peu lu, et d'y faire référence et de vous donner quelques éléments sur qui c'est. Donc vraiment, Joseph de Maistre, qui a vécu la Révolution, qui est né sous l'Ancien Régime et qui est mort après Napoléon, est classiquement, on dit, le fondateur de la contre-révolution, de la pensée contre-révolutionnaire, ce qui est vrai. Et disons que le monde cultivé le connaît. Quelqu'un qui a fait de l'université, qui a fait de l'histoire de la pensée, va forcément connaître son nom. Pas forcément étudier en détail, mais connaître son nom. Et très vite, il va être classé souvent comme une sorte de, enfin, comme le fondateur de la contre-révolution et donc comme une pensée partisane qui serait le pendant inverse pour une autre époque, voilà, d'un Marx ou l'anti-lumière et Rousseau, etc. Bon, tout ça, c'est pas forcément faux, mais en fait, ce qui est vraiment important à se mettre en tête, c'est que vraiment Joseph de Maistre dépasse complètement ce cadre-là. C'est pas juste un penseur de la contre-révolution. Enfin, disons, c'est certainement pas un penseur partisan. C'est la particularité de sa pensée. Puis après, je lirai quelques citations pour vous faire goûter un peu Joseph de Maistre dans le texte, pour vous donner envie de le lire. Premièrement, Joseph de Maistre est vraiment le meilleur, enfin, comment dire, la fleur de son temps. On a eu le pire de ce temps-là, avec les Lumières, avec des Voltaire, des Rousseau, des Diderot, voire les 10 philosophes du XIXe siècle, qui utilisaient des techniques. Ils étaient des gens donc très cultivés, qui profitaient des fruits d'une très grande civilisation, mais pour le pire. Et là, Joseph de Maistre, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est aussi euh, héritier d'une grande civilisation, et sauf qu'il l'utilise pour le meilleur, et surtout pour le meilleur de la pensée. Donc pour moi, je considère que c'est une sorte de modèle de ce que devraient être les universitaires, en fait. Même si lui-même n'était pas universitaire, comme je le dirai après, mais qui avait un souci de la recherche de la vérité et un souci donc de l'objectivité de ce qu'il disait. Et l'objectivité le poussait à prendre des positions très tranchées et très intègres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il est profondément catholique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour notre temps. C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, d'un Maurras ou des penseurs du XXe siècle en particulier, mais même du XIXe siècle, il connaît le monde d'avant, puisqu'il a vécu et grandi dedans, et il a la foi chevillée au corps. Et autre chose intéressante, c'est que donc dans ce sens-là, c'est le premier fondateur. On dit que c'est un penseur politique. Je dirais beaucoup plus à la suite d'ailleurs d'un professeur japonais qui l'étudie, Yohei Kawakami, que c'est plutôt un fondateur de la métapolitique en vérité. C'est-à-dire qu'il pense la politique au niveau de Dieu. C'est-à-dire en partant des fondements de la théologie, il regarde les événements, donc en particulier la Révolution qu'il a vécue, et donc c'est pour ça qu'après il va réfléchir sur des sujets comme la Providence, et puis qu'il va arriver à la conclusion que le seul régime que Dieu veut, en général, et surtout pour la France en particulier, c'est la royauté, et donc que c'est une nécessité d'être royaliste. C'est pas un choix de désir parce que cela fait plaisir, c'est une conclusion nécessaire qui découle de l'analyse de l'histoire, des faits politiques, des dogmes, etc., de la philosophie. Et toutes ces réflexions arrivent à la conclusion qu'on ne peut pas faire autre chose qu'être royaliste en France. Et il remet aussi la politique à sa place, donc dans le dessin de la Providence, dans la relation avec l'Église, et tout ça, c'est des choses très profondes. Enfin, très, très profondes et très, très importantes. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le fondateur de la contre-révolution. Donc vraiment la contre-révolution dans le sens, comme lui-même il dit dans les considérations de la France, sur la France, pas le contraire, pas une révolution contraire, mais le contraire vraiment de la révolution. Donc en refondant les bons principes. Et deuxième chose, qui est très intéressant. Donc, il faut le lire et le relire parce que il dit beaucoup de choses, même je dirais quasiment tout est vrai dans ce qu'il dit.
après on peut toujours discuter sur un ou deux passages, qui d'ailleurs n'a pas vraiment trait à la politique, mais plutôt sur de la métaphysique. Mais il a vraiment voilà, un amour de la vérité et il dit tout le temps des choses très très vraies, des bons principes. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant à lire. Mais au-delà de ça, et je dirais même qu'il est intéressant à lire parce qu'il nous donne une méthode de pensée. Donc, on peut ensuite appliquer cette méthode pour d'autres sujets et pour des sujets d'application aujourd'hui ou à d'autres sujets qui pas qu'il n'a pas analysé parce que bah, c'était pas son temps ou ça posait pas de problème ou je ne sais quoi. Mais donc sa pensée est à la fois intéressante, nous, en tant que légitimistes, parce que ça fonde la contre-révolution avec tous les principes, et en même temps parce que ça donne une vraie méthode de pensée. C'est vraiment un maître dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire c'est un maître non seulement sur les, les idées, les principes, qui ne sont pas de son fond, c'est ça qui est important, c'est que c'est toujours pareil avec ces grands penseurs, ce qui est important, c'est pas leur nom, à la limite on pourrait oublier que c'est Joseph de Maistre, euh, ou on pourrait oublier que ça soit Bossuet, on pourrait oublier que ça soit un tel saint ou un autre saint, mais c'est que sans dire rien de leur propre fond, ils l'expriment bah, d'une façon unique et dans un contexte précis, ce qui fait que ça nous est très utile. Aussi pour vous donner l'idée de l'autorité qu'il a pu avoir et qu'il a toujours, mais qu'il a pu avoir même dans l'Église, si vous prenez l'encyclopédie de la foi, qu'on trouve toujours dans nos éditions Clovis, mais qui était un peu la référence en langue française avant-guerre, donc il y a plusieurs tomes, donc il y a tout le dogme, pendant le dogme, il y a tout le catéchisme en fait qui est développé de façon extrêmement précise, beaucoup plus précise que dans, disons, des catéchismes classiques, avec beaucoup de références, enfin scripturaires, mais aussi le magistère évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que Joseph de Maistre est un des seuls laïcs qui est cité en référence pour appuyer une affirmation sur la nature des sacrifices, en particulier, donc le sacrifice en général. Et c'est très intéressant parce que à ma connaissance, c'est la seule, il y a peut-être une autre référence qui n'est pas ni de scripture, ni du magistère, donc c'est-à-dire les canons des conciles, les encycliques des papes, etc., ni des saints, mais qui sont un simple laïc, qui ne sont pas canonisés, etc., c'est lui. Donc euh, c'est assez intéressant pour assurer, disons, son orthodoxie. Ensuite, je vais donner quelques éléments de biographie et ensuite je vais prendre quelques points de sa pensée. Mais d'abord, quelques éléments de biographie. Premièrement, ce qui serait intéressant, c'est que ce n'est pas un sujet français. C'était un sujet du duc de Savoie, euh, qui avait des origines françaises, hein. C'était son grand-père qui était français, et puis ensuite ils sont devenus sujets du duc de Savoie, noble anobli de façon récente, donc ça datait de juste quelques générations. Donc il regarde tout ce qui se passe d'un point de vue plus extérieur qu'un sujet français. Ça c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a tendance à croire que le maître était français, mais en fait non, il était plus royaliste que le roi en étant pas français. Évidemment, le duché de Savoie a été envahi très rapidement par les armées révolutionnaires et la Savoie elle-même annexée, sachant que le duché de Savoie, vous savez, allait aussi, la capitale était à Turin, hein, donc c'était pas tout le duché qui a été annexé, mais enfin la Savoie qui aujourd'hui est en France, c'était au départ indépendante. Donc évidemment, ils ont été chassés, Joseph de Maistre aussi, il a dû se réfugier avec sa famille, etc. Donc ils ont vécu très vite, disons, les mauvais côtés de la Révolution. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il était, au départ, il était plutôt révolutionnaire. C'est-à-dire que c'était vraiment un homme cultivé de son temps avant la Révolution. Donc qui était gagné aux nouvelles idées, enfin qui lisait les Lumières, parce que c'était à la mode. Il a été franc-maçon, comme à peu près quasiment toute l'élite à cette époque. Voilà, il connaît très bien les Lumières. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après il a pu les critiquer, parce qu'il les cite. Il les cite. Euh, Voltaire, Bacon, Locke, Hobbes, enfin tous. Voilà. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que, alors, voilà, je ne sais pas exactement à quel moment, enfin, il n'a jamais pas été catholique, hein, mais clairement, il s'est très vite très converti, très fort,
en voyant ce que donnait la Révolution. Et dès 95, il va commencer à publier ses premiers textes qui le feront connaître. En 95, ça va être sous des pseudos, et puis ensuite, ça va s'étaler jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était au service du duc de Savoie, et il a été toute sa vie, une grande partie de sa vie, donc officier du duc de Savoie, et puis après diplomate. Et c'est ça qui va faire qu'il va être à la cour du tsar plus tard, en tant que diplomate pour le duc de Savoie, où il écrira à la fin de sa vie, donc l'histoire de Saint-Pétersbourg. Donc il a toujours, j'allais dire, eu des fonctions, donc c'était pas un penseur de cabinet du tout, hein. Il a toujours été dans le concret, comme bon, beaucoup d'hommes de cette époque. Ce qui peut expliquer peut-être, ou enfin en tout cas qui aide à comprendre son réalisme. Voilà. Un réalisme donc, qui connaît la vie, qui connaît les choses, qui voit avec lucidité ce qui se passe autour, qui sait s'informer, et qui en même temps reste dans les bons principes, ne désespère pas, et a un très très bon équilibre entre des événements que peut-être qu'avec ce qu'on commence à vivre aujourd'hui, on peut commencer à sentir ce que ça pouvait être, mais qu'on sent pas encore, enfin, qu'on comprend pas du tout, je pense, parce que il faut quand même s'imaginer, voilà, on l'étudie, vous connaissez très bien la Révolution, je pense, mais c'était démentiel quand on réfléchit, euh, et aussi l'accumulation, je veux dire, c'était pas, ça commence dès 1789, puis après ça devient de plus en pire avec un délitement, et puis les massacres de la terreur, et puis là tout le monde croit que ça va se terminer, et ben non, ça repart. Il y a les guerres napoléoniennes, ça n'en finit jamais. Vous imaginez, ça a duré 15 ans jusqu'à la Restauration. Enfin, c'est énorme quand on réfléchit. Donc, malgré tout ça, voilà, de nous donner vraiment des assises solides tant par la pensée que par la méthode. Donc, là, les principes dans la pensée et la méthode dans la façon de penser qui sont essentiels. Alors, je vais simplement donner quelques traits, mais juste quelques traits, parce que vraiment, toute sa pensée est exceptionnelle. Donc, et à la fin, je vous donnerai les textes, enfin une liste de textes les plus connus, peut-être un ordre de ce qui est le plus facile à lire au départ, etc. Et là, je vais piocher donc, quelques exemples pour vous donner un peu une idée à la fois de ce qu'il dit et puis une idée de l'ampleur, enfin de la diversité des champs qu'il aborde. Euh, Parce que vous verrez qu'en plus d'être philosophe, il est aussi historien, mais je dirais même qu'il est anthropologue. En tout cas, il est cultivé, euh, euh, il connaît très bien aussi j'ai oublié de préciser ça, comme c'est un homme de son temps, il connaît extrêmement bien ses lettres classiques. Donc il connaît toute la littérature gréco-romaine, les pères de l'Église, pas tous les pères de l'Église, mais par exemple Origène, il connaît bien, mais d'autres aussi. Donc il lit le grec, il lit le latin couramment. Et ce qui est aussi assez exceptionnel, c'est que, et c'est pour ça moi je considère que c'est aussi un fondateur de la science moderne, dans le sens où, malgré les difficultés de son temps, et où il pouvait bouger, où il ne pouvait pas emporter sa bibliothèque, etc., euh, eh ben, il utilise des notes pas mal de ses écrits, qui sont des citations d'ailleurs, et, très exactes, et de façon, comment dire, très juste. C'est-à-dire qu'à la différence de l'usage qu'on fait aujourd'hui en université, des notes qui sont là pour plutôt justifier ou je sais pas, se protéger, euh, plus que pour, pour le fond, enfin pour que ça serve à quelque chose, enfin même si évidemment ça sert aussi, mais je vais mettre vraiment des notes pour voilà, aider à la compréhension, remettre la source originale en grec ou en latin pour que celui qui peut le lire puisse les lire pour sentir l'original, quoi, ce qui s'est dit en original, parce qu'une traduction reste toujours une traduction. Euh, et ça montre aussi, et ça c'est important dans le temps, parce que j'ai parlé de la méthode de pensée, mais la méthode de travail aussi. C'est-à-dire qu'il avait une maîtrise de ce qu'il avait lu impressionnante. C'est-à-dire qu'à l'époque, on apprenait comme ça, et ça, je pense qu'on a beaucoup perdu, il faut le retrouver.
C'est-à-dire que c'est pour travailler intellectuellement. Voilà, quand vous lisez un livre, vous prenez le livre et vous prenez un stylo et il faut écrire. Voilà. Vous prenez un cahier, il faut écrire des notes. Et ces notes, après, vous pouvez les réutiliser plus tard, pour noter des citations, même noter sur un livre. C'est pour ça qu'autrefois, il y avait des grandes marges dans les livres. C'était pas pour faire joli, c'était pour pouvoir écrire dans les marges. Bon, peut-être que vous connaissez l'anecdote, mais Pierre de Fermat, qui était un juriste, mais qui est connu aujourd'hui parce que c'était un mathématicien avec les théorèmes de Fermat et tout ça, et il a écrit tous ses théorèmes dans les marges. Enfin, si on les a, c'est parce qu'on a retrouvé les exemplaires, par exemple des axiomes d'Euclide, enfin de la géométrie d'Euclide, etc. Et c'était écrit dans les marges. Et le fameux théorème qui a été résolu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années là, par Wells, je crois, le théorème de Fermat qui avait défié à tout le monde, il avait mis ça dans une marge en disant voilà, il y a ce théorème que j'ai trouvé, mais bon, je n'ai pas la place dans cette marge pour mettre la démonstration. Si j'ai le temps, je la ferai autre part. Et ça a été. Bref, et ça a mis 3 siècles et demi pour qu'on arrive à le redémontrer avec des techniques mathématiques, d'ailleurs, au passage, qui n'existaient pas à l'époque. Donc, on n'a pas trouvé la démonstration qu'il aurait trouvée, qui devait être beaucoup plus élégante. Mais peu importe, je passe. Et juste pour dire que quand vous travaillez, parce qu'on est dans l'époque de la quantité, on veut tout savoir tout de suite, il faut faire la quantité, et on est tous victimes de ça, moi le premier. C'est important de prendre le temps, de prendre des bons livres, et les bons livres, ou même si c'est pas des bons livres, enfin après il faut savoir, bon ça s'exerce le discernement, mais enfin en tout cas de prendre un stylo, de noter, que ce soit sur le livre, mais encore mieux sur un cahier à côté, voilà, et prendre des numéros de page, pour réécrire une citation qu'on a vraiment aimée. Et ce qui est impressionnant avec Joseph de Maistre, c'est que ça se voit qu'il a fait ça toute sa vie, et il a une maîtrise, une imprégnation de ses classiques, de ses lectures, qui est grandiose. Et en fait, ça, c'est classique dans l'histoire, en fait, hein. Quand vous prenez le Moyen-Âge, si vous prenez les pères de l'Église, mais si vous prenez les saints, etc., souvent, il n'y a même pas de notes hein, là-dedans. Mais en fait, les grands saints ou les grands pères de l'Église, leur texte, c'est une sorte de collier de citations, de l'écriture, des pères de l'Église, des saints, etc. Sauf qu'ils ne mettent pas à la source. Mais en fait, c'est quasiment en continu des citations qui sont agencées d'une façon, j'allais dire, originale. Mais le contenu, il n'y a rien d'original. Et ben, avec Mestre, on est un peu dans cette continuité-là. C'est-à-dire qu'il dit rien sur le fond de neuf, parce qu'il n'y a rien de neuf à dire. Mais il éclaire voilà, en l'agençant pour les besoins du temps, pour analyser l'événement historique qui s'appelle Révolution et qui met le bazar partout, et voilà, etc. Bon. Alors, maintenant, on va passer au premier point, donc Joseph de Maistre en tant que royaliste et contre-révolutionnaire. Alors, on va se faire plaisir, je vais vous lire donc une petite accroche. Donc, un de ses premiers textes qu'il a écrit en 93-94, donc qui a disons, la primeur des premiers textes de jeunesse, euh, et vous allez voir qu'il est pas mal. Ce qui est intéressant chez Joseph de Maistre, c'est que sa pensée vraiment se développe, mais ne change pas. C'est-à-dire que tous les germes se trouvent dès ses premiers textes. Et ensuite, plus on prend des textes qui sont tardifs dans sa vie, plus c'est un développement, un approfondissement. Mais au fond, il n'y a rien de neuf. Alors je vous lis. Donc, il s'adresse comme ça. Sujet fidèle de toutes les classes et de toutes les provinces. Sachez être royaliste. Autrefois, c'était un instinct. Aujourd'hui, c'est une science. Serrez-vous autour du tronc et ne pensez qu'à le soutenir. Si vous n'aimez le roi qu'à titre de bienfaiteur, et si vous n'avez d'autre vertu que celle qu'on veut bien vous payer, vous êtes les derniers des hommes. Élevez-vous à des idées plus sublimes, et faites tout pour l'ordre général. La majesté des souverains se compose des respects de chaque sujet. Des crimes et des imprudences prolongées ayant porté un coup à ce caractère auguste, c'est à nous à rétablir l'opinion, en nous rapprochant de cette loyauté exaltée de nos ancêtres. La philosophie a tout glacé, tout rétréci.
Elle a diminué les dimensions morales de l'homme, et si nos pères renaissaient parmi nous, ces géants auraient peine à nous croire de la même nature. Euh, juste pour préciser le mot philosophie dans le langage du XVIIIe siècle, c'est les philosophes des Lumières, hein. Donc c'est l'antiphilosophie en fait. Enfin, c'est pas la philosophie en général, c'est spécifiquement toutes les nouvelles idées. Ranimez dans vos cœurs l'enthousiasme de la fidélité antique, et cette flamme divine qui faisait les grands hommes. Aujourd'hui, on dirait que nous craignons d'aimer, et que l'affection solennelle pour le souverain a quelque chose de romanesque qui n'est plus de saison. Si l'homme distingué par ses sentiments vient à souffrir quelque injustice de ce souverain qu'il défend, vous verrez l'homme au cœur desséché jeter le ridicule sur le sujet loyal, et quelquefois même celui-ci aura la faiblesse de rougir. Voilà comment la fidélité n'est plus qu'une affaire de calcul. Croyez-vous que de temps de nos pères, les gouvernements ne commissent point de faute? Vous ne devez point aimer votre souverain parce qu'il est infaillible, car il ne l'est pas, ni parce qu'il aura pu répandre sur vous des bienfaits, car s'il vous avait oublié, vos devoirs seraient les mêmes. Il est heureux, sans doute, de pouvoir joindre la reconnaissance individuelle à des sentiments plus élevés et plus désintéressés. Mais quand vous n'auriez pas cet avantage, n'allez pas vous laisser corrompre par un vil dépit qu'on appelle noble orgueil. Aimez le souverain comme vous devez aimer l'ordre, avec toutes les forces de votre intelligence. S'il vient à se tromper à votre égard, vengez-vous par de nouveaux services. Est-ce que vous avez besoin de lui pour être honnête? Ou ne l'êtes-vous que pour lui plaire? Le roi n'est pas seulement le souverain, il est l'ami de la Savoie. Servons-le donc comme ses pères furent servis par les nôtres. Vous surtout, membres du premier ordre de l'État, souvenez-vous de vos hautes destinées. Que vous dirais-je? Si l'on vous avait demandé, si on vous avait demandé votre vie, vous l'auriez offerte sans balancer. Eh bien, la patrie demande quelquefois des sacrifices d'un autre genre, et non moins héroïques. Peut-être précisément parce qu'ils n'ont rien de solennel, et qu'ils ne sont pas rendus faciles par les jouissances de l'orgueil. Aimer et servir, voilà votre rôle. Souvenez-vous-en, et oubliez tout le reste. Comment pourriez-vous balancer? Vos ancêtres ont promis pour vous. Voilà, donc je m'arrête là. Donc c'est une de ses premières lettres donc, qui s'adresse aux réalistes. Et voilà, tout est dit. Voilà. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça, c'est aimer et servir. Voilà votre rôle. Et où il rappelle à tous les royalistes de l'époque, rien de nouveau sous le soleil, hein, arrêtez de servir pour vous faire plaisir, pour votre orgueil. Ne cherchez pas à servir juste pour avoir des places ou des bienfaits. Mais servez pour servir, parce que vos ancêtres ont promis de servir. Donc vous allez être engagé par vos ancêtres. Il ne faut pas croire que le roi soit infaillible parce qu'il ne l'est pas, mais il est institué par Dieu. Donc nous avons le devoir de le servir et de l'aimer. Et ici, aimer, c'est pas un sentiment, comme il dit un peu plus haut, c'est utiliser toutes les lumières de votre intelligence pour aimer, donc pour faire un acte de volonté, pour adhérer. Donc c'était un petit exemple pour vous montrer, vous voyez, vraiment rien de nouveau sous le soleil, hein. Aujourd'hui, on n'invente rien du tout. Les légitimistes, on ne fait que transmettre cette façon de vivre, d'être dans la société politique, dans la France. Donc c'est-à-dire servir le roi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le servir pour le servir. Et ce qui est aussi très intéressant, aujourd'hui, nous, ça nous semble incompréhensible parce que on est dans une époque de peureux qui n'est plus prête à mourir. Mais à un moment, là, dans la lettre, il précise bien que parfois, vouloir mourir en héros sur un champ de bataille, ça peut être aussi de l'orgueil, et que c'est pas forcément la meilleure façon de servir le roi. C'est très intéressant pour son époque, parce que je sais pas, je pense qu'il critique peut-être parfois certains un peu certains royalistes peut-être romantiques qui faisaient ça plus pour la panache que, que juste pour l'amour et le service du roi, même si évidemment ça ne remet pas en cause de ça, mais euh, que le sacrifice surtout pour les nobles, que c'était leur métier à l'époque, donc c'était à peu près normal pour n'importe quel noble à l'époque, parce qu'on les éduquait comme ça et que c'était ancré, bah, qu'il fallait mourir de façon désintéressée. Enfin, c'était leur boulot, hein. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus, donc effectivement, nous, ça nous semble juste le fait que ça puisse exister. On n'est pas dans le même contexte qu'à l'époque, ça montre a priori certainement un désintéressement.
Alors qu'à l'époque, même ce genre d'acte pouvait être mêlé de considérations qui n'étaient pas forcément de pur désintéressement, hein. Enfin voilà. Vous voyez, par le Mestre, vous rentrez dans un monde, vraiment, vous pouvez toucher un monde qui n'existe plus de façon instituée, parce que nous vivons dans une des sociétés qui est dissolue, mais en attendant, en tant qu'homme, on ne change pas, donc ça nous permet de vraiment comprendre ce qu'il nous faut, ce qu'on a besoin pour restaurer. Et comme vous le voyez là, donc il y a le combat dans les institutions en général, mais il y a aussi le combat intérieur. Et chez Joseph de Metz, il y a toujours ce balancement entre le combat extérieur et intérieur. Donc c'est très très enthousiasmant. Donc c'est les lettres d'un royaliste savoisien à ses compatriotes. Et aussi considération sur la France. Vraiment, ça c'est deux textes, je dirais, c'est à lire absolument, c'est le minimum syndical avec Joseph de Maistre. Considération sur la France, c'est le texte majeur, enfin le texte, oui, le plus connu, de référence, qu'il a fait vraiment connaître aussi dans sa vie, et où il y a tout en germe, et qui pose tous les fondements. Donc, considération sur la France, et qui n'est pas très long à lire, donc c'est facile à lire. Considération sur la France. Oui, autre chose aussi, même sur un point de vue littéraire, il écrit vraiment très 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 bien. Je pense qu'on arrive à un sommet, euh, même peut-être plus que Bossuet, j'allais dire presque dans un certain sens, sur l'usage génial de la langue française pour exprimer vraiment, enfin le génie de la langue française, quoi. La pensée claire, articulée, euh, mais qui ne simplifie pas et qui ne réduit pas à la réalité. Vous voyez, voilà. Donc, considération sur la France, lettre d'un royaliste savoisien à ses compatriotes à lire absolument. Ensuite, pour vous montrer un peu la diversité de sa pensée, je vais prendre une autre œuvre, moins connue, mais très intéressante aussi. Donc, il a écrit aussi, pour information, pour trouver ses œuvres, c'est très facile, hein. Sur Gallica, vous prenez Joseph de Maistre, œuvre complète, il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 tomes où il y a tout, quasiment tout. Enfin, il y a toujours quelques inédits peut-être qui ne sont pas, mais quasiment tout. Donc c'est assez facile à trouver en plus. Voilà. Bon, c'est pas forcément sur papier, donc voilà. Mais bon. Donc en revanche, et aussi, il a écrit un autre chose, un autre livre très intéressant que moi je trouve aussi très important. C'est Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines. Et donc je vais vous juste dire deux citations là, pour vous montrer la profondeur de sa pensée poétique. Une des grandes erreurs d'un siècle qui les professa toutes, le XVIIIe siècle, fut de croire qu'une constitution pouvait être écrite et créée a priori, tandis que la raison et l'expérience se réunissent pour établir qu'une constitution est une œuvre divine, et que ce qu'il y a précisément de plus fondamental et de plus essentiellement constitutionnel dans les lois d'une nation ne saurait être écrit. Et je continue. On a cru souvent faire une excellente plaisanterie aux Français en leur demandant dans quel livre était écrite la loi salique. Mais Jérôme Bignon répondait fort à propos, et très probablement sans savoir à quel point il avait raison, qu'elle était écrite Est-ce cœur des Français. En effet, supposons qu'une loi de cette importance n'existe que parce qu'elle est écrite, il est certain que l'autorité quelconque qui l'aura écrite aura le droit de l'effacer. La loi n'aura donc pas ce caractère de sainteté et d'immutabilité qui distingue les lois véritablement constitutionnelles. L'accord du peuple est impossible, et quand il en serait autrement, un accord n'est point une loi et n'oblige personne, à moins qu'il n'y ait une autorité supérieure qui le garantisse. Voilà, c'est juste deux petits exemples pour montrer à quel point il va loin dans la remontée au principe, c'est-à-dire il analyse mais qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Parce que c'était le gros problème de son époque, vous voyez, il y a la révolution qui arrive, il dit ah, on va écrire la constitution, et puis il y a Rousseau avec le contrat social, enfin les théories contractualistes, ben là il revient à la source du problème et il ne rentre pas dans le jeu des lumières, etc. Il explique la réalité telle qu'elle est, vous voyez, mais en ayant conscience de ce que disent ceux les faux philosophes, enfin les philosophes des Lumières. Et donc là, il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une constitution? La vraie constitution, enfin, je veux dire, la constitution dans son essence.
Ce sont les lois immuables qui constituent vraiment une société politique. Et donc, comme il le dit, elle ne saurait être écrite, elle ne saurait être d'autorité humaine, parce que ça voudrait dire que si c'est le cas, n'importe qui l'a changé, le gouvernement qui passe peut la changer. Et ce qui est fou, c'est que depuis 2 siècles et demi, si vous remarquez, c'est exactement ce qui se passe. Quelle que soit la qualité de la Constitution par ailleurs, hein, mais du moment où on l'écrit, on sous-entend, enfin donc on l'écrit avec cette, disons dans le contexte révolutionnaire, vous voyez, on sous-entend qu'on peut la changer. Et donc c'est plus une constitution. Et que la vraie constitution, au fond, ce qui fait sa caractéristique, c'est que c'est une œuvre divine. Que ça soit de façon plus directe, comme chez les Hébreux avec la théocratie, ou un peu moins directe, mais quasi directe, comme avec le baptême de Clovis, les miracles que Dieu a donnés à Clovis, les prophéties de Saint Rémy, etc., où là, on a vraiment une constitution de la France divine et directe. Et pour tout ce qui est le reste, donc par exemple l'élément fondamental, tout ça, on pourrait dire une œuvre divine indirecte par la coutume. Et l'expérience qui donc dépasse les gouvernements et dépasse les rois et ne peut pas être changée de main d'homme. Voilà. Donc bon, après, ce qu'on met dedans, là, ça peut être plus ou moins large, mais il pose vraiment le principe. Voilà. Une constitution, c'est quelque chose qui est du domaine de Dieu pour les hommes, pour la société politique des hommes, qui fait son essence, et qu'au fond, la constitution, elle devrait être inscrite, enfin, elle est inscrite dans nos cœurs par rapport à la société politique où on est, quoi. C'est une façon de vivre, quoi, la tradition. Et la tradition, finalement, c'est très proche dans ce sens-là de la constitution. C'est notre façon de vivre, en fait. C'est l'éthos, l'éthos d'être français, par exemple. Voilà. Donc vraiment, là je prends juste des tout petits passages, vous voyez, il y a vraiment, là j'ai pris, vous voyez, juste 2 paragraphes, et juste sur 2 paragraphes, vous pouvez quasiment méditer pendant une demi-heure si vous voulez dessus, ou vous pouvez faire le développer, et tout dans Mestre est comme ça. Donc, vraiment, 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 lisez-le. Donc là, j'ai rapidement donc présenté juste comme ça, hein, pour goûter son aspect contre-révolutionnaire, sur la politique, vous voyez, sur la Constitution, et il dit pareil sur la démocratie, etc. Euh, il y a tout. Et maintenant, je vais rapidement vous présenter un autre texte qui est aussi un peu moins connu, mais qui est vraiment excellent. Et excellent, je veux dire, aussi pour nous, parce qu'il bon, il est facile à lire parce qu'il est court. C'est son petit opuscule sur Rousseau, ou plutôt contre Rousseau. Et en particulier, c'est l'examen, donc dans ses œuvres complètes. Ça s'appelle Examen d'un écrit de Jean-Jacques Rousseau sur l'inégalité des conditions. Donc, vous voyez le traité sur l'inégalité des conditions, celui qui a fait qu'on a tous étudié, je pense, quasiment à l'école, parce qu'il est court. Et disons que d'un point de vue de la langue, voilà, ouais, il frappe. Mais en fait, il a fait beaucoup de mal parce que il a convaincu, enfin, ou à moitié par mois, de beaucoup de gens. Et là, dans cet opuscule, donc, pour réfuter ce texte, c'est vraiment très bien parce que, bon, déjà, il nous réfute avec les bons arguments. Et puis surtout, il nous montre une méthode et surtout une décomplexe par rapport aux Lumières. C'est-à-dire que, en fait, son plan est très simple. C'est, il montre d'abord que l'homme est sociable par son essence. Donc, c'est pour dire que Rousseau a tort de dire que l'homme n'est pas sociable et qu'il était tout seul dans un état de nature, on ne sait pas trop comment. Et donc, c'est ça qui prouve dans une première partie. Dans une deuxième partie, il dit que l'homme n'est mauvais dans une partie de son essence. Donc ça veut dire simplement ce que dit le dogme catholique, c'est que bon, il y a le péché originel et qu'on n'est pas comme ça bon par nature, sans condition. Donc en fait, c'est les 2 points principaux que Rousseau n'arrête pas d'insister sur ça et qui sont des erreurs fondamentales de philosophie, de métaphysique, qui nient concrètement, enfin qui sont contre la réalité de notre nature et qui étaient des évidences pour des siècles et des siècles, mais que à son époque, c'était plus des évidences, et aujourd'hui, on pense que ce que dit Rousseau, c'est la réalité, alors que c'est évidemment, j'allais dire, contre la réalité. Alors, et je vais vous lire une petite citation, juste,
Voilà, parce que c'est ça qui est bien aussi avec Joseph de Maistre, c'est qu'à la fois il est très délicat, très équilibré, et en même temps il mâche pas ses mots. Voilà, je vais vous lire ça. Lorsqu'on réfute Rousseau, il s'agit moins de prouver qu'il a tort que de prouver qu'il ne sait pas ce qu'il veut prouver. Et c'est ce qui lui arrive surtout dans son discours sur une égalité des conditions. En gros, il soutient que la société est mauvaise et que l'homme n'est pas fait pour cet état. Mais si on lui demande pour quel état il est donc fait, il ne sait que répondre, ou il répond sans comprendre. J'ai autre chose. Rousseau, qui n'analyse rien, confond la loi écrite avec la loi en général. Voilà pourquoi il suppose des sociétés sans loi. Il suppose encore des lois antérieures à la magistrature. Ces deux idées sont de la même force. Croyait-il qu'on n'eût jamais puni un meurtre avant qu'il y eût une loi écrite contre le meurtre? Et la coutume, en vertu de laquelle on punissait le meurtrier de telle ou telle peine, n'était-elle pas une loi, puisque la coutume n'est pas la volonté présumée du législateur? En second lieu, la loi n'étant que la volonté du législateur, rendue active pour le redressement des torts, on ne peut concevoir la loi sans l'organe de la loi, distinct du législateur ou confondu avec lui, en sorte que l'idée de loi est une idée relative d'une double manière, et qu'il est aussi impossible de concevoir sans magistrat que sans législateur. Bon, bref, voilà, c'est des petits exemples, mais surtout ce que je veux dire, c'est que, en gros, ce qui montre dans ce traité, outre les bons principes, le fait que ces idées sont fausses, c'est que Rousseau surtout ne sait pas penser. Il se contredit toutes les 5 lignes. Et quand on lit, par exemple, ce contre Rousseau, ça frappe. Parce il cite, en fait, il fait vraiment le travail que vous remarquerez tous les contre-révolutionnaires depuis fond, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas, et surtout il fait ce travail de citer. Alors là, il le fait vraiment de façon détaillée et sur cette œuvre particulière, mais dans toutes ses œuvres, il cite les Lumières, vous voyez. Il n'a pas peur de les citer pour montrer leurs contradictions, parce qu'il parle contre eux tout seul, hein, en fait. Hein, et pour appeler au bon sens de ses lecteurs, en disant, mais regardez, oui, il dit ça, et puis d'ailleurs, si vous mettez la réalité, c'est tellement ouais, grossier que voilà. Et puis parfois, il utilise aussi quand ils disent des choses vraies, parce que comme n'importe qui, personne ne peut raconter vraiment n'importe quoi tout le temps non plus, quoi. Et donc, parfois, c'est assez intéressant dans certains textes, au détour comme ça, il cite Voltaire pour donner un argument sur un vrai principe. Parce que Voltaire, sur une ou deux ans, sur quelques. Ouais, parce qu'il a. C'est quelqu'un d'insupportable, mais il a dit des choses. Enfin, il avait plus de bon sens que Rousseau, en tout cas, ça, c'est pas compliqué. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre exemple, un peu ce qu'il peut dire sur la Providence. Et donc, il a écrit un texte, vous voyez, sur Plutarque. Enfin, il a traduit le texte de Plutarque sur la Providence parce qu'il s'en est beaucoup inspiré. Donc c'était un traducteur aussi, c'est intéressant. Vous voyez, s'appropriait les textes, les classiques, en les traduisant. Qui est une façon en fait très approfondie de lire, parce que quand on traduit, on est obligé de rentrer plus dans le texte. Parfois on lit, on a l'impression de comprendre, en fait, enfin on a l'impression de comprendre, vous voyez, et quand on le traduit, voilà, moi comme je fais beaucoup de traduction, je le sens. En fait, vous vous rendez compte que quand vous l'avez lu la première fois, il y a des choses qui vous avaient échappé. Et quand vous êtes obligé de le traduire, qu'il faut l'exprimer dans une autre langue pour que ça soit compris par les lecteurs, bah, oui, ça vous oblige à prendre le texte. Et donc, ce qu'on voit dans ce texte, c'est l'universalité des principes. C'est-à-dire que quels que soient les temps, quels que soient les lieux, les bons principes de philosophie sont toujours applicables. Parce que notre nature humaine ne change pas, et parce que Dieu ne change pas. Ce qui n'enlève pas la diversité des réalités, disons, locales, mais au contraire, la diversité de ces réalités locales ne peut être comprise que euh, fondée sur l'analyse par des bons principes. Sinon, on ne comprend jamais rien et on ne fait pas le travail de l'intelligence qui est de mettre de l'ordre dans un désordre apparent et d'expliquer ce que veulent dire ces événements, quoi. Et ce qui est très intéressant dans son côté très chrétien, c'est c'est la place qu'il a de la providence. C'est-à-dire qu'il regarde les choses de Dieu, en fait, même dans son analyse politique. C'est-à-dire que toute son analyse politique, c'est montrer que ce soit la constitution politique, les sociétés politiques, l'événement de la Révolution, c'est la guerre, par exemple, sur tous ces sujets-là, les massacres révolutionnaires, c'est se placer du point de vue de Dieu, de la rédemption, de l'économie de la rédemption, et de l'expliquer à ces principes-là.
Et tout ce qui est dit contre Joseph de Maistre, parce que parfois on dit que Joseph de Maistre serait providentialiste, dans le sens, vous voyez, le mauvais sens désespéré. Donc on lui fait parfois des critiques donc, sur son côté providentialiste, c'est-à-dire genre je ne fais rien, j'attends que ça revienne, mais aussi sur ses côtés euh, euh, d'apologie de la guerre ou de la violence ou quoi. En fait, pas du tout, il n'y a pas du tout ça dans Joseph de Maistre, hein, c'est vraiment, on ne comprend pas ce qu'il écrit, parce que quand on le lit, par exemple sur la guerre, tout ça, c'est dans les soirées de Saint-Pétersbourg, et il ne fait que constater des faits en fait. Donc, deux choses. Dans les soirées de Saint-Pétersbourg, c'est un dialogue donc, entre plusieurs personnages. À lire aussi, c'est une œuvre majeure mais qu'il n'a pas terminée. Euh, où il y a une discussion et un des personnages va faire une sorte d'apologie de la guerre. Ces personnages, ils représentent les idées des Lumières et de son époque. Et derrière, il y a le comte qui en fait le représente lui, qui va dire mais non, c'est pas comme ça, mais et qui replace la guerre dans la providence, qui dit pas que qui contredit le pacifisme et tout ça, en disant que ça c'est pas réaliste, mais que la guerre est une conséquence du péché, qu'il y aura toujours des guerres, etc. Mais que c'est pas une raison pour dire que la guerre c'est bien et qu'il faut la faire. Donc il remet tout en place. Et à d'autres endroits aussi, il va faire des descriptions qui peuvent en fait très objectives, mais qui sont de la réalité qui est parfois la réalité qui est parfois dure. Et parce qu'il est très objectif par rapport à cette réalité, et ben quand on la lit, ça peut choquer. Et je pense que c'est ce genre d'endroits qui ont pu voilà, apporter des critiques en disant qu'il était un peu trop noir, etc. Alors que pas du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il fait ses constatations, toujours derrière, ça ne s'arrête jamais là, il replaçant ça dans le plan divin, dans la providence, dans nous ce qu'on peut faire. Il y a toujours beaucoup d'espoir et ça nous donne vraiment les bases pour repartir. Ça reste jamais sur vous voyez, juste la constatation un peu dure de la réalité. Et ça, c'est un aspect qui est encore moins connu de Joseph de Maistre, mais qui est vraiment très intéressant. C'est euh, son côté historien et, j'allais dire, fondateur de l'anthropologie. Enfin, ça, fondateur de l'anthropologie, je pense qu'il y a personne qui le dit, c'est moi qui le dis en arrivant après vraiment des années de lecture. Mais j'ai découvert par hasard vraiment des résonances entre ce que dit Joseph de Maistre et des gens comme René Girard, par exemple, le très connu René Girard, euh, sur, euh, qui a analysé beaucoup le sacrifice, euh, vous savez, la crise mimétique, etc. Et même d'autres, comme par exemple un historien comme Michel Rouche, qui analyse la violence au Moyen Âge, et sur son analyse, par exemple, sur le matriarcat, etc., c'est exactement ce que dit Joseph de Maistre, en fait. Appliqué à autre chose, et enfin, disons que c'est la constatation dans une réalité historique des principes que pose Joseph de Maistre, qui dit, avec quelques, que je vais vous lire juste après, avec quelques éléments voilà, qui le prouvent, mais sans rentrer dans les détails parce qu'il n'a pas le temps. Et en fait, après, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les 2 siècles de recherche qui ont été faites après, ça confirme ce qu'il dit, quoi. Et un autre chose du même acabit, c'est sur l'Inquisition. Il a un texte sur l'Inquisition donc ça s'appelle à lire absolument si au lieu, enfin, il y a plein de choses sur l'Inquisition qui sont bien, mais en fait, pas besoin d'aller chercher des choses récentes. Vous prenez Lettre à un gentilhomme russe sur l'Inquisition espagnole, et là, qui n'est pas très long non plus, et là-dedans, vous aurez toutes les bases pour penser à l'Inquisition. Il réfute tous les arguments qui existaient déjà de façon normale à son époque sur les noms de l'Inquisition, et il donne toutes les vraies réfutations avec peu d'exemples en fait. Donc on pourrait avoir l'impression de dire mais il sort ça de son chapeau. En fait, pas du tout. Il connaît très bien la chose. Et ce qui est très intéressant, enfin, moi qui étudie beaucoup l'Inquisition, j'ai dû faire des papiers à l'université pour ça, etc., c'est que toute la recherche après, en fait, prouve toutes ces affirmations sur l'Inquisition, quoi. Tous les historiens après n'ont fait que, finalement, apporter les notes de pas de page qu'il a pas mis quelque part, pour juste prouver ces affirmations sur l'Inquisition. Mais c'est vraiment magistral, vraiment. Voilà, il rappelle tous les bons principes et ce qui est bien avec Joseph de Maistre, c'est que c'est hyper clair, pas du tout partisan, pas du tout, voilà, il n'y a rien de partisan, c'est ça qui est important, il n'y a rien de partisan, c'est pas pour prendre le contre-pied des Lumières parce que les Lumières ça le saoule. Non, non, il cherche juste la vérité objective. Et il est équilibré, c'est pas noir-blanc.
Mais quand il y a un phénomène, par exemple comme l'Inquisition, et qu'on ne peut que reconnaître que l'Inquisition était une institution qui était bonne en soi, et qui était aussi, qui a fait beaucoup de bons fruits en pratique, et que si, comme une œuvre d'église, quoi, hein, et que c'est pas parce que ici ou là il y a eu des mauvais juges ou des mauvaises affaires que ça fait que l'institution est mauvaise, quoi, hein. Et il explique pourquoi tous les arguments, voilà, par exemple que l'Inquisition n'a jamais jugé de juifs, parce que les juifs ils sont pas chrétiens, donc l'Inquisition ne pouvait juger que des gens qui étaient baptisés. Des choses qui sont très simples en fait, mais que tout le monde a oublié pendant très longtemps. Bref, donc l'Inquisition aussi à lire, je vous conseille, c'est court. Ça s'appelle Lettre à un gentilhomme russe sur l'Inquisition espagnole. Donc voilà, il prend la plume, il écrit comme s'il était un espagnol, un noble espagnol. Donc vous voyez aussi l'intelligence de la présentation. Elle savait à quel moment, qu'est-ce qui pourrait être admis ou pas admis. Donc là, typiquement, pour faire passer quelque chose sur l'Inquisition, il se place comme un gentil, il est gentilhomme, donc ça, il n'y a pas de souci, mais espagnol, voilà, pour voilà, dire qu'est-ce que dirait un espagnol sur le sujet, hein. Et là, on a même l'impression qu'il se fait le relais de choses qu'il a entendues d'espagnol, quoi. Sauf que bon, il savait pas. Ouais, donc, et que lui il prend la plume à leur place pour en fait communiquer, transmettre ce que des gens qui connaissent l'Inquisition espagnole disent contre les mensonges des Lumières que les Lumières ont institué. Tout ça, c'est un des mensonges qui a été institué par les Lumières. C'est logique que Joseph de Maistre euh, va le contredire. Et enfin, il y a une autre œuvre qui, moi, personnellement, c'est celui que je trouve le plus profond et peut-être le plus important de toute son œuvre, et qui montre sa profondeur catholique, et qui est une sorte de sommet de son œuvre, qui est peu connu, et enfin, que les spécialistes de Joseph de Maistre le connaissent, mais il a été peu étudié, un peu ignoré, même si tout le monde admet que cette œuvre est très importante. Mais en fait, je pense comprendre pourquoi les gens ne veulent pas l'étudier, c'est parce qu'il est vraiment là, il aborde vraiment quelque chose de très profond sur la réalité de notre nature humaine. Donc il parle des sacrifices. C'est éclaircissement sur les sacrifices. Là aussi, c'est court. C'est ça qui est beau. On est vraiment dans la bonne pensée française et catholique. C'est-à-dire que on passe le temps qu'il faut passer, mais on fait pas y a pas de, c'est pas verbeux, c'est voilà, c'est dit comme le plus directement et le plus clairement possible. Et donc il y a un éclaircissement sur les sacrifices, et c'est ça qui est cité d'ailleurs dans l'Encyclopédie de la foi, sur son analyse des sacrifices. Je ne vais pas vous analyser aujourd'hui les sacrifices, ça serait trop long, mais juste pour vous dire son plan, il parle des sacrifices en général, qu'est-ce que c'est un sacrifice. Ensuite, il parle des sacrifices humains, qu'on retrouve dans toute l'histoire. Et puis ensuite, il parle du sacrifice de Jésus-Christ, qui rend nul tous les autres sacrifices sans les abolir, puisque le nouveau sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ dans la messe, non sanglant. Et, voilà. Et il analyse comment cette notion de sacrifice que l'on retrouve dans toute l'humanité, dans toute l'histoire, dit quelque chose de notre nature profonde et de notre réalité déchue et de ce qu'on est. Mais aussi, là, dans cet exemple précis, il développe à fond, enfin, je veux dire, sa méthode philosophique et méthodologique qui est vraiment un modèle, c'est-à-dire comment, vous voyez, euh, euh, prendre, et c'est pour ça que je dis que c'est un des fondateurs de l'anthropologie, donc c'est regarder les différentes civilisations dans l'histoire, etc., voir les principes qui sont communs à tous les hommes, et ensuite l'éclairer à la lumière chrétienne pour remettre de l'ordre là-dedans et pour faire la part du vrai et du faux. Vous voyez. Et donc on part des sacrifices avec avec ce qu'on voit, les constantes qu'on voit dans l'histoire, le dogme, il applique ça au sacrifice humain et puis il voit comment le sacrifice chrétien a résolu ça. Je ne sais pas si René Girard avait lu Joseph de Maistre et s'il s'en inspirait ou pas, mais si vous lisez René Girard,
c'est vraiment, on donne l'impression que c'est un développement de ces éclaircissements sur les sacrifices. Dans tous les cas, j'en sais rien si quelqu'un a étudié ça, je sais pas, ça c'est en tout cas intéressant à étudier. C'est clair que si René Girard s'était inscrit à Joseph de Maistre, certainement qu'il n'a pas cité, parce que s'il s'était permis de le citer à son époque, il aurait été certainement exclu peut-être de la communauté scientifique, parce qu'on dit que Joseph de Maistre n'est pas scientifique, mais en fait il est très scientifique. Et je vais juste vous citer un petit passage sur les femmes. Ouais, et pour vous montrer, alors on est sur l'éclaircissement sur les sacrifices, on ne s'attendrait pas à avoir ça. Et puis là, il a une réflexion sur le féminisme, en fait. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas encore le féminisme, mais où il dit quelque chose de absolument prophétique. Donc, il parle de la condition féminine, et parce que bon, il voit donc que d'abord, il constate en fait que dans toute l'humanité, hors de la chrétienté, partout la femme est mise en minorité dans les lois. Euh, voilà, elle est sous le joug de la loi, sous le joug, comme diraient les féministes, du patriarcat, vous voyez, et que dans toutes les religions païennes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et que par exemple là, il parle d'une coutume en Inde qui était connue à son époque, où la veuve devait aller sur le bûcher de son mari et brûler avec elle. Voilà. Bon. Et là, il dit ça. Je vois d'ailleurs un grand problème à résoudre. Ces sacrifices atroces qui nous révoltent si justement. Ne serait-il point bon, ou du moins nécessaire dans l'Inde? Au moyen de cette institution terrible, la vie d'un époux se trouve sur la garde incorruptible de ses femmes et de tous ceux qui s'intéressent à elles. Dans les pays des révolutions, des vengeances, des crimes vils et ténébreux, qu'arriverait-il si les femmes n'avaient matériellement rien à perdre par la mort de leur époux, si elles n'y voyaient que le droit d'en acquérir un autre? Croirons-nous que les législateurs antiques, qui furent tous des hommes prodigieux, n'aient pas eu, dans ces contrées, des raisons particulières et puissantes pour établir de tels usages? Croirons-nous même que ces usages aient pu s'établir par des moyens purement humains? Toutes les législations antiques méprisent les femmes, les dégradent, les gênent, les maltraitent plus ou moins. Vous voyez, c'est son style, hein. Ça peut sembler très violent pour notre époque. Mais en fait, il se demande, vous voyez, c'est ça, il n'est pas du tout moderne dans cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il ne méprise pas les gens du passé. Voilà. Même s'il ne comprend pas, voilà, vous voyez, vous arrivez devant des choses qui sont des sacrifices humains atroces chez les Aztèques, des trucs comme ça. Et bon, bah, c'est atroce, et c'est atroce. Il le dit très bien, c'est atroce. Mais il y a cette réalité, et bon, et en particulier même chez les Romains, chez les Grecs, enfin des gens qui avaient des hautes civilisations, vous voyez, bon, en Chine, au Japon, etc. C'est que ces gens-là n'étaient pas bêtes, et ils avaient une vraie, euh, enfin, de vraies qualités humaines aussi. Donc il dit, voilà, donc, je suis en face de gens intelligents, pourquoi ça existe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Est-ce que c'est juste des gens injustes qui font des choses machin? Ou est-ce que ça dit quelque chose de la réalité humaine? Pourquoi quand on sort de l'Europe chrétienne, on trouve des sacrifices humains? Pourquoi quand on sort de l'Europe chrétienne, euh, on trouve que toutes les législations méprisent les femmes, les dégradent, les gênent, les maltraitent plus ou moins? Ouais, et là, ce qu'il dit, c'est il dirait aux féministes d'aujourd'hui, il dit, oui, c'est vrai ce que vous dites les féministes d'aujourd'hui, sauf que c'est vrai pas dans l'Europe chrétienne, et que, et que le problème, c'est qu'il faut comprendre pourquoi. Et en fait, après, il va dire, euh, voilà, je continue. Toutes les législations, en un mot, ont pris des précautions plus ou moins sévères contre les femmes. De nos temps encore, elles sont esclaves sous le Coran, et bêtes de somme chez les sauvages. L'Évangile seul a pu les élever au niveau de l'homme en les rendant meilleurs. Lui seul a pu proclamer les droits de la femme, après les avoir fait naître en s'établissant dans le cœur de la femme, instrument le plus actif et le plus puissant pour le bien comme pour le mal. Éteignez, affaiblissez seulement jusqu'à un certain point dans un pays chrétien l'influence de la loi divine, en laissant subsister la liberté qui en était la suite pour les femmes, la conséquence pour les femmes, bientôt vous verrez cette noble et touchante liberté dégénérer en une licence honteuse. Elles deviendront les instruments funestes d'une corruption universelle qui atteindra en peu de temps les parties vitales de l'État. Il tombera en pourriture et sa gangreneuse décrépitude fera à la fois honte et horreur. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce que je viens de lire. Là, il écrit ça au début du XIXe siècle, hein, où le féminisme n'existe pas. C'est même hors euh, de contexte. On est dans le contexte là où il y a le code civil qui arrive,
et où en fait le code civil est une sorte de résurrection de ce qu'il dit là, du monde païen, qui remet la femme dans un carcan, euh, dans un carcan, je veux dire, oui, un carcan légal, forcé, euh, voilà, comme les législations païennes. On a un retour dans la législation de Napoléon des législations païennes qui sont très performantes parce qu'elles profitent des fruits chrétiens, mais sur le fond, par exemple pour la condition de la femme, c'est clair. Euh, dans le code civil de Napoléon, la femme redevient mineure. Euh, et pour la simple raison que ça redevient païen. Et ce qu'il explique là, dans ce texte, c'est que euh, s'il n'y a pas l'évangile, ça peut si l'ordre social veut exister, ça ne peut pas être autrement. Et c'est pas moi qui le dis. Je veux dire, j'en ai dit ça, c'est pas moi le dit. C'est l'observation de l'histoire qui nous fait dire ça. C'est que quand on regarde partout, dans toutes les législations non chrétiennes, la femme est toujours en minorité. Et quand c'est pas le cas, et là, il fait une prédiction terrible et qu'on vit depuis un siècle, je dirais, de façon. Et de- quand il, je relis là, parce que c'est. Donc déjà, il dit une vérité dogmatique, c'est que euh, donc l'évangile seul a pu proclamer les droits de la femme. Donc là, c'est en Italie qui joue sur le jeu, vous voyez, les droits de l'homme. Après les avoir fait naître en s'établissant dans le cœur de la femme, instrument le plus actif et le plus puissant pour le bien comme pour le mal. Là, vous avez tout simplement l'anthropologie chrétienne, qui sait très bien que tout passe par la femme, que pour aller à Jésus, il faut passer par Notre-Dame, et que ça soit pour le péché ou pour le bien, c'est la femme qui est la médiation. Donc c'est soit Ève, c'est soit Marie. Et donc la loi de l'évangile, elle doit, quand elle est dans le cœur de la femme, ça fait le meilleur, ça fait les meilleures sociétés, parce que les femmes deviennent saintes. Et sans sainte femme, il ne peut pas avoir de saints hommes. C'est ça que ça veut dire au fond. Et là, ce qu'il dit, voilà, en mettant donc, enfin, une fois que l'évangile est dans le cœur de la femme est l'instrument le plus actif et le plus puissant pour le bien comme pour le mal. Et là, il dit ensuite, éteignez, affaiblissez seulement jusqu'à un certain point dans un pays chrétien, l'influence de la loi divine, en laissant subsister la liberté qui en était la suite pour les femmes. Donc là, il analyse l'histoire. Il dit, si les femmes sont libres en Europe chrétienne, c'est parce que c'est chrétien. Et que, attention, là, parce qu'il doit sentir qu'il y a des gens qui veulent faire ça, si vous supprimez l'évangile, mais en gardant les libertés comme on les avait avant, ça va être le massacre, le désordre. euh, et comme il dit, bientôt vous verrez cette noble et touchante liberté dégénérer en une licence honteuse. Voilà, c'est le féminisme qu'on a à l'heure actuelle, en fait. Ou, enfin, je sais plus si enfin, le féminisme du XXe siècle, disons. Et elles deviendront les instruments funestes d'une corruption universelle qui atteindra en peu de temps les parties vitales de l'État. En pourriture, sa gangreuse décrépitude fera à la fois honte et horreur. Et vous remarquerez à quel point c'est vrai, c'est ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Jusqu'au début du XXe siècle, les femmes étaient préservées quelque part. Et ensuite, l'éducation a essayé de les attaquer parce que la République, etc., a compris que si ça tenait la société, c'était par la femme qui tenait les foyers. Et même si le père faisait n'importe quoi, bah, tant que la femme tenait la route, le père ou le mari, il pouvait être aussi franc-maçon révolutionnaire qu'il voulait, bah, il n'allait pas faire n'importe quoi non plus quand même. Et que inversement, quand ça part vraiment en vrille, dans les révolutions et tout ça, quand il y a une violence très importante, c'est les hommes qui sont violents, mais c'est les femmes qui les appellent à la violence. Ça, c'est des choses que dit Michel Rouche euh, sur l'histoire des peuples barbares dans l'Antiquité, enfin dans l'Antiquité tardive et dans le début du Moyen Âge. Tous les peuples qu'on dit barbares, en fait, étaient des matriarcats et on connaît aujourd'hui dans cette histoire-là, c'était des religions aussi matriarcales, les chefs étaient des femmes, et ils avaient tout un tas oui, de cérémonies par les prêtresses femmes, etc., pour mettre en fureur les guerriers hommes pour qu'ils soient plus efficaces à la guerre. Il faut remarquer que, je lis encore Joseph de Maistre, il faut remarquer que si le christianisme protège la femme, elle, à son tour, a le privilège de protéger la loi protectrice inintelligible à un point qui mérite beaucoup d'attention. On serait même tenté de croire que cette influence tient à quelque affinité secrète, à quelque loi naturelle. Nous voyons le salut commencer par une femme annoncée depuis l'origine des choses. Dans toute l'histoire évangélique, les femmes jouent un rôle très remarquable. Et dans toutes les conquêtes célèbres du christianisme, faites tant sur les individus que sur les nations, toujours on voit figurer une femme.
Cela doit être, puisque... Mais j'ai peur que cette note devienne trop longue. Ça, c'est une note de bas de page, hein, ce que je viens de dire. Et vous voyez, à un moment, là, il dit quelque chose. Faites, et dans toutes les conquêtes célèbres du christianisme, faites tant sur les individus que sur les nations, toujours en voie figurer une femme. Cela doit être puisque... Et puis là, il développe pas sa pensée. En gros, il dit, bon, là, j'ai pas le temps. Et c'est un appel pour développer. Et c'est puissant, là, ce qu'il dit, vous voyez. Et si vous réfléchissez un tout petit peu à l'histoire, c'est vrai. Euh, la France s'est convertie grâce à Clotilde. C'est Clotilde qui convertit Clovis. Si vous prenez toutes les grandes royautés qui sont converties, il y a toujours là une femme. Sainte Olga, Sainte Brigitte, euh, voilà. Voilà, c'est excellent. Alors, et puis, il conclut, et puis arrêtons-nous là. Enfin, aucun législateur ne doit oublier cette maxime. Avant d'effacer l'Évangile, il faut enfermer les femmes, ou les accabler par des lois épouvantables, telles que celles de l'Inde. On a souvent célébré la douceur des hindous, mais qu'on ne s'y trompe pas. Hors de la loi qu'il a dit, Beati mites, il n'y a point d'homme doux. Ils pourront être faibles, timides, poltrons, jamais doux. Le poltron peut être cruel, il est même souvent. L'homme doux ne l'est jamais. L'Inde en fournit un bel exemple. Sans parler des atrocités superstitieuses que je viens de citer, quelle terre sur le globe a vu plus de cruauté? Deux points sur l'histoire. Ce qui dit à un autre endroit, Joseph de Metz, que l'histoire est une sorte de laboratoire d'expérience que nous, on ne peut pas faire. Donc c'est pour ça que l'histoire est une science maîtresse pour la politique en particulier, mais pour apprendre sur la nature humaine aussi, les deux. Donc pour des raisons, j'allais dire, philosophiques et anthropologiques pour savoir ce que l'on est, mais aussi pour des raisons politiques, parce que l'histoire, c'est un concentré d'expérience. Donc pour le politique, c'est essentiel puisque c'est ça qui permet finalement d'avoir beaucoup d'expériences sans les avoir vécues lui-même, donc de prendre des enseignements des erreurs du passé, comme de ce qui s'est bien passé, enfin comme des réussites. Et en même temps, c'est aussi un enseignement sur l'anthropologie. Et donc enfin, Joseph de Maistre, vraiment, je ne peux que recommander de le lire encore, et de le relire parce qu'il a une pensée vraiment profonde qui peut choquer euh, disons, nos cadres modernes qui nous ont été, dans lesquels enfin, par lesquels nous sommes imprégnés aujourd'hui. Et vraiment, Joseph de Maistre est très sain pour nous sortir de ces cadres, pour nous redonner des bons principes et une bonne pensée juste, mesurée, et j'insiste sur le point mesuré, mais en même temps intègre, honnête et forte. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur de mâcher les mots quand il fallait les dire, comme je l'ai dit tout à l'heure. En même temps, quand on lit, il n'y a rien de violent. Hein. C'est pas vulgaire, c'est pas grossier, c'est pas pour impressionner, vous voyez, comme à la Céline, là, dans l'horreur des choses, tout ça. Mais en même temps, il dit les choses telles qu'elles sont. Donc quand il y a quelque chose, s'il y a quelque chose, par exemple un endroit qui est cruel, d'ailleurs, c'est cruel. Il va pas commencer à se cacher derrière euh, son cahier parce que voilà. Ça, on a perdu, je pense aujourd'hui, ce côté de savoir dire les choses, euh, à la fois de façon mesurée, mais à la fois franchement aussi, et donc de dissoudre le message, la vérité, et ce qui est vraiment très, très mauvais pour la vérité, et qu'on a perdu ça, et que c'est très dommage, et qu'à l'inverse de cette absence de souci de la vérité, les discours habituels, je veux dire, dans la société habituelle aujourd'hui, deviennent de plus en plus violents, sans raison, passionnés, etc. Ben, Joël de Maistre, on sort de ça. On est dans la raison, dans la science, éclairée et nourrie par la foi catholique. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que Joseph de Maistre a été très ignoré par les modernes et qui est très aimé par la contre-révolution. C'est que les modernes ne veulent pas comprendre ou ne veulent pas savoir que la science est rehaussée par la foi catholique. Et que c'est ça que qui donne toute la force de Joseph de Maistre. C'est pas que c'est Joseph de Maistre, mais c'est qu'il est nourri de la foi catholique avec l'usage vraiment de la raison euh, naturelle qui a arrivé à un sommet à son époque. On ne peut pas le nier. Hein.
et ce qui fait que ça a une force de pénétration dans ses analyses excellente, et tant sur la politique que sur la nature humaine. Voilà. Donc je conclurai par ça. Joseph de Maistre est un métapoliticien qui fait de la théologie naturelle, dans le sens, enfin, qui applique de la théologie à des questions naturelles. C'est-à-dire qu'il ne se prend pas pour ce qui n'est pas. Donc c'est pas un théologien, c'est pas un clerc, donc il ne parle pas des vérités de la foi en elle-même, mais il utilise toutes ces vérités de la foi pour bah, euh, analyser et présenter la réalité historique, la réalité politique et la réalité de la nature de l'homme. Voilà. Et c'est ce que tous les contre-révolutionnaires ont fait, en fait, après ça, qu'on essaie de continuer à faire, et qui est le départ de toute restauration, parce qu'il faut partir de la réalité. Et si on n'a pas la moindre conscience de la réalité politique, historique et anthropologique, c'est-à-dire de notre nature, eh bien on peut rien, on ne construira que sur du sable et pas sur du roc. Donc construisons sur du roc. Voilà, je vais m'arrêter là. Désolé, j'ai dépassé un peu. Si vous avez des questions, je vous en prie. Oui, il se place au niveau de Dieu et conclut que ça peut être que le royalisme. Effectivement, royaliste parce que catholique. Alors, il y a ça dès sa jeunesse, mais dans sa jeunesse, je pense que c'est pas encore bien exprimé. Et plus il va développer sa pensée, plus c'est exprimé, plus il exprime clairement, et plus ça se voit. Et d'ailleurs, à la fin, il va finir par du pape, et qui est très intéressant aussi, parce que finalement, c'est vrai qu'il parle peu de la relation Église-État, parce que dans le combat de son époque, bah, l'Église tient la route, et vraiment, il y avait un vrai combat pour protéger l'institution royale, quoi. Et si le combat aurait pu être gagné, il a failli être gagné de nombreuses fois, et s'il avait été gagné, ça aurait changé la face du monde, clairement. Et, bon, et à la fin, finalement, ça fonctionne pas. Enfin, en fait, il a été assez déçu dans sa vieillesse. Enfin, on sait pas trop, il a pas écrit ça, mais ce sont du pape, quand il voyait que beaucoup de royautés, en fait, jouaient le jeu révolutionnaire. Il s'est dit que là, à ce moment-là, là, la seule planche de salut, c'est le pape. Et vous voyez déjà aussi, permet, il était vraiment visionnaire, hein, dans ce sens-là, c'est sans faire exprès, mais c'est que ça explique l'ultramontanisme plus tard en France, et donc des légitimistes aussi d'ailleurs, parce que la seule institution qui reste et qui est vivante, à laquelle on peut s'accrocher, c'est l'Église. Et donc on va commencer à essayer de lui demander des choses politiques, et aussi dans le monde, vous voyez cette chose qui va devenir poussée trop loin, une sorte de papolâtrie dont aujourd'hui on est victime. C'est-à-dire qu'on demande au pape de faire des choses, bah c'est pas son boulot, quoi. Vous voyez. Joseph ne parle pas du tout de ça, hein, non, du pape. Vraiment, c'est très juste et tout est bien à l'endroit, hein. Mais on sent déjà que vous voyez la pointe du début d'un germe de déception justifiée par rapport aux diverses restaurations qui se font, ou aux diverses royautés qui se compromettent, etc. Et qui va aller j'allais dire crescendo les avec le temps, quoi, au 19e et au 20e siècle, parce que les gouvernements politiques feront de plus en plus n'importe quoi. Donc il y aura cette tendance en France, mais encore plus dans le monde des catholiques, à vraiment se tourner vers le pape, parce que c'était la seule personne vers qui on pouvait se tourner, et de demander du soutien politique quelque part. Et ça, bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est une réalité dans l'histoire, mais ça a pas bien marché, quoi, quand même, hein, parce qu'à la fin, entre le ralliement en France, la condamnation de l'action française en France aussi, le lâchement des Cristeros, mais même dès le moment où il y avait Joseph de Maistre, le fait d'avoir accepté le concordat avec Napoléon, c'était en fait, il a reconnu, hein, après, ils ont fait en sorte que quand ça se soit passé, enfin,
ils ont pas fait de compromis, mais ça a fait en fait au niveau politique, c'était une erreur monstre parce que même si, quand on regarde en détail, le pape a limité la casse et puis au moment de compromis, disons, scandaleux, il n'a pas fait. Par exemple, il s'est retiré au moment du sacre. Vous voyez, quand il y a eu, quand Napoléon a juré sur la Constitution, je crois, ou je sais plus quoi. Oui, la Constitution c'était. Là, il s'est retiré parce que c'était une constitution qui était antichrétienne, vous voyez. Mais le fait d'avoir accepté de sacrer quelqu'un qui jurait sur des textes qui étaient hérétiques, quoi, grosso modo, ça pose un problème. Et après, ça a été utilisé. Et c'est encore utilisé aujourd'hui. Tu m'as dit, mais même des gens de bonne volonté, ils ont bien vu, le pape, il a fait le concordat, donc c'est que ça va. Mais c'était une erreur politique, quoi. C'était une erreur politique. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas son. C'était compliqué, hein. Ça, c'était compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, oui, à la fin du 19e et 20e, avec l'augmentation des demandes politiques qui sont faites au pape, bah, voilà. Et puis aujourd'hui, bizarrement, si on est dans cet état de Vatican II, etc., c'est parce que il y a eu cette tendance un peu à la papolatrie, qui se comprend, hein, humainement, parce qu'on a eu des super papes euh, successivement, voilà, au 19e siècle jusqu'à Saint-Pie X, et puis même et puis Pie XI et Pie XII, qui étaient en tant que papes des papes plus exceptionnels les uns que les autres. Donc ça, mais et donc on avait tendance à idéaliser leur fonction, quoi. Enfin, à la mettre, comment dire, un peu en dehors. Et aujourd'hui, finalement, c'est- ce qui est fou, c'est que le Vatican II et tout ça a un peu utilisé ça pour imposer toutes ces réformes. Voilà. Le pape a dit que, donc, voilà. Comme dit saint Thomas d'Aquin, hein, la vertu, c'est un juste milieu entre deux erreurs. Voilà. Enfin, un sommet même. C'est pas un milieu sur. C'est un sommet entre deux péchés par excès et par défaut. Donc, par exemple, l'obéissance, c'est ça, hein, soit l'obéissance aveugle ou soit la rébellion. Voilà. La bonne obéissance, c'est le juste milieu entre l'obéissance aveugle et la rébellion. Dans les forces du Vatican, parce que, et d'ailleurs sous les ordres du général ou colonel Charette, à l'époque, et qui allait se battre avec le pape plutôt qu'avec les armées françaises, parce que en tant que légitimistes, ils allaient d'abord aller servir le pape, et je crois pour d'autres raisons, j'ai pas fini de lire encore, ça avait fait penser à ça. D'accord. C'est quel livre, pardon? C'est très intéressant. Le livre, alors j'ai plus le titre parce qu'il est à la maison, plutôt je suis à Paris là, Oui, oui, oui. Oui, après, mais oui, ça se trouve sur internet aussi, il y a pas mal de textes sur internet sinon, sur les oeuvres pontificaux, oui, où oui, ça les existe œuvres pas mal de pontificaux, choses. oui. Mais parce que tu parlais de Charette, mais les œuvres pontificaux, Oui. c'est vraiment l'ultramontanisme fin 19e siècle. Ah bah c'est sûr que fin 19e siècle, oui, tout à fait. Surtout avec, et c'était une catastrophe ça c'est pour l'Europe, hein, avec la dissolution enfin, le fameux Vatican I qui a été interrompu par l'invasion Des états pontificaux. voilà, du Yougoslave, pour le coup, enfin du roi du pays. Et C'est l'époque de la fin des états pontificaux c'est surtout. ça, 1870. Et Ouais. qui a été l'accélération de cet aspect-là, parce que tant que le pape était aussi roi dans son état, bah, il avait une certaine pratique de la Mm. politique. Après ça, il y a plus. Mais tout à fait. Et aussi une certaine indépendance. Et on voit ce que ça donne au fur et à mesure Mm. Et une sur indépendance la aussi. politique. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait des assises, il n'avait pas besoin le pape n'avait pas besoin de d'autres souverains pour exister. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de faire ce qu'il faut faire et de dire les Putain. choses qu'il faut dire quand on sait euh, qu'on qu'on n'est pas sous la menace d'une invasion comme ça, ou qu'on peut être pris en otage comme Ouais. ça, etc. Ce qui se passe sous la Révolution d'ailleurs, Napoléon, Ce qui est arrivé. et d'ailleurs dans l'histoire aussi, hein, d'ailleurs, c'est pas nouveau dans l'histoire, mais
Ouais, Oui. ça, Oui, ils ont détruit des États pontificaux, oui, ils ont fait exprès, oui. ça, c'était le plan maçon, ils voulaient supprimer vraiment les États pontificaux, ils ont réussi. Et Et voilà. Lantra a beaucoup aidé à faire ça. C'était pas génial. En France, c'est ça, c'est bien. Il y a des saints et puis il y a des bons diables aussi, hein. Et les deux. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Parce que s'il n'y avait pas Ouais, l'excellence, l'excellence après on peut l'utiliser soit pour le bien, soit pour le mal, hein, c'est tout. Quand on sait que juste médiocre, on peut pas, tout à on fait. peut ni persévérer dans le bien, ni persévérer dans le mal. Joseph de Metz aurait pu inspirer René Girard. Bah, ça c'est, je sais pas s'il y a C'est ça s'il y a vraiment une influence directe ou pas. En tout cas, sur le fond des idées, moi ça vraiment ça m'a marqué. Je suis tombé par hasard, hein. Ça m'a marqué, c'est que vraiment, on a vraiment que c'est un développement des principes que pose De Metz, quoi. En tout cas, ça sent encore plus beau qu'il n'y ait pas d'influence. Ça vraiment, ça appuierait. Enfin, Mm. voilà, c'est deux personnes qui par des chemins très différents arrivent à la même réalité, pas très différents, mais à la même réalité. Parce que l'autre aspect de René Girard, c'est qu'il a vraiment conscience du sacrifice de Jésus-Christ, quoi, hein, qui résout tous les sacrifices, etc. Et René Girard, c'est un de ces grands noms français de de l'université qui n'ont pas pu faire leur carrière en France, comme Étienne Gilson d'ailleurs, et qui sont allés aux États-Unis pour faire leur carrière parce que c'était tellement anti-chrétien, anti-clérical qu'ils ne pouvaient pas travailler. Enfin, je sais, qu'ils ont senti donc qu'ils sont allés là-bas. Ça, c'est quand même incroyable. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, parce que la pensée contre-révolutionnaire française, dans le monde anglo-saxon, et en particulier aux États-Unis, est en fait, de façon très surprenante, est connue, hein. Et je pense que, enfin, je ne saurais pas, j'ai pas de vision globale, mais je suis toujours impressionné par un certain nombre de commentateurs américains, laïcs même, ou des clercs, bah, qui vous citent le maître, enfin, voilà, waouh, ils connaissent mieux que nous. Ça, c'est très intéressant, cette réappropriation, vous voyez, à l'heure actuelle, et c'est un signe aussi que, que toute cette école contre-révolutionnaire, elle est complètement d'actualité, hein. Voilà, moi, nous, légitimistes, on en a été convaincus, mais moi-même, j'étais pas contre-révolutionnaire au départ, quoi. C'est parce qu'en les lisant que je me suis dit, oui, c'est ça. Et effectivement, c'est pour ça que vraiment je le lis. Et s'il y a des gens qui regardent cette conférence et qui ne sont pas spécialement, voire même qui sont hostiles à la pensée contre-révolutionnaire, j'ai envie de leur dire, d'accord, vous avez le droit d'être hostile, c'est très bien, mais lisez-le, lisez-le. Et puis, comme ça, après, vous pourrez vraiment comprendre, dire si vous êtes hostile. Et je ne mettrai pas, enfin, je, faut que je me mette ça à couper, mais à mon avis, si vous le lisez sérieusement, avec voilà, bonne volonté, vous allez découvrir beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Et ça se relie. C'est ça qui est bien avec ces grands maîtres à penser. C'est une règle générale, ça d'ailleurs, c'est que chaque, une lecture ne suffit pas. Enfin, je veux dire, on peut le relire plusieurs fois et même à plusieurs moments de la vie. On découvre toujours des choses, c'est ça qui est bien avec ces auteurs. Ouais. Vraiment, ouais, à lire, à relire. Ah, c'est que le premier, il y a tous les autres derrière, hein. Jean de Saint-Bonnet, euh, des requêtes que mon frère a republiées, qui est vraiment une découverte aussi, que c'est très peu connu. Bon, Luc Bonald. Luc Bonald a une écriture beaucoup plus moins belle que sous les Metz, mais peu importe. Euh, voilà, Cardinal Pi, Monseigneur Gaume, Monseigneur de Lassus, Maurras, même si voilà, qui est dans le contexte du XXe siècle, donc voilà, il parle pas très peu de l'aspect catholique, mais il a le même fondement, c'est les mêmes principes, hein. Parce qu'on, c'est ça vraiment la caractéristique de de Maistre, hein, c'est qu'il s'assume, enfin, voilà, qu'il applique finalement les résultats de la théologie,
pour mieux éclairer et aider la raison à analyser la politique, la nature humaine et l'histoire. En fait, c'est ça. Et c'est vraiment ce que fait l'anthropologie. Je ne connais pas suffisamment, vous voyez, la généalogie de comment cette discipline a été fondée, mais franchement, j'ai vraiment, il faudrait que je creuse, mais j'aimerais vraiment dire, enfin, je sais pas que j'aimerais dire, mais j'ai vraiment l'impression qu'on peut dire que Joseph de Maistre est un fondateur de l'anthropologie moderne, tout en restant très historien. Et ça, parce que ça, c'est, bon, vous connaissez, vous savez peut-être, mais euh, les historiens n'aiment pas les méthodes anthropologiques en général, et inversement, les anthropologues, ils ont un peu de mal avec les méthodes anthropologiques, et c'est dommage, parce que ça se complète très bien, en fait. Un bon anthropologue doit être aussi un bon historien, et un bon historien doit être un bon anthropologue, parce que quand on connaît la nature humaine, c'est quand même beaucoup plus facile de faire de l'histoire, et inversement, quand on fait de l'histoire, ça apprend plein de choses sur la nature humaine, donc c'est des disciplines qui se complètent beaucoup. Il était assez thomiste à sa manière aussi, Mestre. Il se Euh, soumettait à la règle. c'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est une question, parce que moi, je connais bien Joseph de Maistre, parce que je l'ai beaucoup pratiqué, mais j'ai pas beaucoup lu la recherche qui est écrite sur lui, donc je sais pas trop ce qui se raconte sur lui dans la recherche. Un peu, mais pas beaucoup. Ouais, mais ça, c'est aussi c'est un marqueur de son temps. Je pense qu'il connaît mal saint Thomas d'Aquin. Mais comme, Oui, comme tu viens de le dire, ce qui est très intéressant, c'est que même en le connaissant mal, c'est pas, enfin, c'est clairement thomiste. Enfin, je veux dire, on est dans une façon traditionnelle chrétienne de penser, enfin, telle que effectivement la scolastique là euh, a créé ce sommet quoi, de la raison humaine, éclairé par la lumière de la foi. Mais je pense qu'il connaît très bien saint Thomas d'Aquin. Il n'y a pas une citation de saint Thomas d'Aquin dans tout ce que j'ai lu. Donc vraiment, ça montre, parce que ça, en revanche, c'est un fait, enfin, que ça je peux affirmer, enfin, qui est connu pour cette époque-là, c'est que saint Thomas d'Aquin au XVIIIe siècle a été très oublié, ce qui n'est pas innocent, hein. Parce non, que, il a été redécouvert enfin, oui, Léon XIII. C'est Léon XIII qui a fait le renouveau thomiste. voilà, qu'il a Donc, remis au centre, et en fait, mais le XVIIIe siècle était très, il enseignait peu saint Thomas d'Aquin. Je veux dire, même chez les clercs, hein. Je parle même pas des laïcs, hein. Ce qui, bon, bah, qui explique beaucoup de choses sur la déliquescence intellectuelle du XVIIIe siècle, hein, qui arrive à un très bien. sommet de la technique intellectuelle, mais qui oublie aussi tous les principes. Mais avec des penseurs exceptionnels qui gardent ces principes, hein, comme Joseph de Maistre, mais aussi beaucoup, par exemple, des jésuites, etc., tous ceux qui écrivent à cette époque et qui écrivent. Par exemple, là, récemment, je vous le conseille, et il est vraiment bien quand on dit de spiritualité, le discernement des esprits. C'est Jésuite du XVIIIe siècle, un Italien, Ah, ouais, qui développe évidemment le discernement des esprits qu'il y a dans l'exercice spirituel de Saint Ignace. Enfin, euh, oui, c'est ça. Et qui s'appelle Caramelli, voilà, Père ouais. Caramelli, qui est une sorte en fait, de manuel pour confesseurs plutôt, qui veut se penser comme ça, mais pas que, euh, et qui récapitule un peu comme il savait très bien faire à l'époque, hein, qui récapitule un peu toute la tradition scriptuaire, des saints, sur le sujet, de façon très synthétique, mais quand même beaucoup plus développée que juste les points qu'il y a dans Saint Viola, et qui est très intéressant. Et bon, bref, c'était un exemple de ça, mais c'est vrai qu'il y a des productions à cette époque assez exceptionnelles, hein. Bah, je propose donc qu'on conclue par Voilà. une prière très rapide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger délivrez-nous, seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et je vous souhaite, donc aujourd'hui c'est encore la Saint-Gabriel pour vous, donc bonne Saint-Gabriel, et puis surtout bonne Annonciation